Tu es notre sauveuse, m'avait dit ma mère après que j'eusse de nouveau payé leur prêt immobilier. Puis elle a oublié de raccrocher et je l'ai entendu rire, elle croit qu'on l'aime? C'est une erreur. L'écran de mon téléphone luit dans la pénombre de mon appartement, projetant des ombres sur mon visage fatigué alors que je compose les chiffres. 460 €. Presque la moitié du paiement mensuel de ma voiture disparaît d'un simple clic. J'appuie sur « Transférer » et regarde le solde de mon compte diminuer. C'est fait, maman. L'argent devrait être sur ton compte maintenant. Oh, Laure, tu es notre sauveuse. Ce désastre de plomberie nous aurait coulé. Sa voix monte avec cette intonation particulière de gratitude que j'ai appris à reconnaître. Je promets que nous te rembourserons dès que le chèque de pension de ton père arrivera. Je jette un coup d'œil à mon studio. Des livres de planification financière tapissent ma petite étagère à côté de feuilles de calcul budgétaire qui attendent mon attention. Les clés de ma Renault Clio de 2010 traînent à côté d'une pile de brochures de programmes de MBA non ouvertes sur le comptoir. Un autre rêve reporté. Ne t'inquiète pas pour ça, dis-je, le pensant et ne le pensant pas simultanément. C'est à ça que sert la famille. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi, dit-elle, sa voix chaude et sincère. Tu as toujours été notre roc. Nous échangeons quelques amabilités supplémentaires avant de nous dire au revoir. Je pose mon téléphone et attrape ma tasse de café, prête à m'attaquer aux feuilles de calcul qui m'attendent malgré avoir travaillé jusqu'à 20 h ce soir. Le poids familier de la responsabilité s'installe sur mes épaules. Puis je le remarque. L'appel n'est pas terminé. L'écran affiche toujours le temps de connexion qui s'écoule. Maman n'a pas correctement raccroché. J'essaie d'y mettre fin quand un rire fuse du haut-parleur, clair, sans inhibition et d'une familiarité glaçante. C'était facile. Elle tombe toujours dans le panneau. La voix de ma mère, mais différente, plus dure, plus tranchante. Je me fige, la tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. On aurait pu réparer ça pour 40 €, la réponse bourrue de mon père. Pourquoi s'embêter quand elle finance tout? La tasse flotte, suspendue par mon bras soudainement rigide. Je dirais que j'ai besoin de mise à jour logicielle la semaine prochaine. Ça rapportera quelques centaines de plus. La voix de mon frère Colin, suffisante et calculatrice. Je fais juste semblant de perdre des heures de travail, le rire de Manon résonne clairement. Ça marche à tous les coups. Mes jointures blanchissent autour de la anse en céramique. Le salon rétrécit autour de moi, l'air soudainement épais et irrespirable. Ces voix, celles qui ont façonné toute ma vie, sonnent soudainement étrangères, monstrueuses. Elles se croient vraiment spéciales? Encore maman, son ton dégoulinant de quelque chose que je n'avais jamais entendu diriger contre moi auparavant. Du mépris. S'il te plaît. C'était une erreur. Je l'ai eu trop jeune, ça a tout gâché. D'autres rires suivent, désinvoltes et cruels. Le bruit de verre qui trinque. Ils prennent un verre. Célébrant l'escroquerie réussie. Célébrant à mes dépens. La tasse me glisse des doigts et se brise contre le parquet. Le café éclabousse mes pieds nus. Assez chaud pour piquer, mais je le remarque à peine. Le bruit doit être audible au téléphone car il y a un silence soudain. Tu as entendu quelque chose, demande papa. Probablement juste le chat, répond maman. De toute façon, la promotion de Laure aurait été un désastre pour nous. Lille. Tu imagines? Qui paierait l'hypothèque? Mon esprit est catapulté 2 semaines en arrière. La salle de conférence avec sa table brillante. Monsieur Martin se penchant en avant, l'excitation dans les yeux. Analyste principal dans notre bureau de Lille, Laure. Augmentation de salaire de 15%. Prime de déménagement. Voie rapide vers l'équipe de direction. Tu l'as mérité. Mon exaltation m'avait porté jusqu'à la maison de mes parents ce soir-là, où j'avais annoncé la nouvelle lors d'un dîner que j'avais payé. Les yeux de maman s'étaient immédiatement remplis de larmes. Mais qu'en est-il des rendez-vous médicaux de ton père? Je ne peux pas le conduire moi-même avec mes problèmes de dos. Papa avait fixé son assiette. Juste au moment où nous commencions enfin à nous en sortir. Le timing n'est jamais bon, je suppose. Colin avait mentionné que ses frais de scolarité arrivaient à échéance. Manon m'avait rappelé de l'aider avec son assurance auto. Au dessert, la promotion s'était transformée d'une réussite en une trahison. Au café, j'avais décidé de la refuser. Maintenant,
debout dans mon appartement avec les morceaux de ma tasse brisés entourant mes pieds, je fixe le téléphone qui diffuse toujours leurs vrais sentiments. Je dois vérifier au sous-sol cette boîte de vieux trophées de l'or, dit maman d'une voix lointaine. L'armée du salut vient demain. Les trophées que je lui avais demandé de garder. Les souvenirs que je ne pouvais pas faire entrer dans mon minuscule appartement mais que je ne pouvais pas me résoudre à jeter. Je mets fin à l'appel avec des doigts tremblants, puis je m'effondre sur mon canapé. L'incrédulité laisse place à un nœud dans mon estomac alors que j'ouvre mon ordinateur portable. Avec une précision méthodique, je consulte mes relevés bancaires. La vérité se révèle en colonnes de chiffres s'étalant sur des années. Réparation de voiture. Facture médicale. Frais de scolarité de Colin. Loyers impayés de Manon. Soins dentaires de maman. Paiement du camion de papa. Des milliers et des milliers d'euros. Mon compte de retraite est presque vide tandis que l'hypothèque de mes parents, que je paie depuis 3 ans, est presque remboursée. Une seule larme coule sur ma joue. Pas de tristesse, mais de fureur. De reconnaissance. Toute ma vie d'adulte a été une extraction soigneusement orchestrée de ressources. De moi. J'essuie la larme du revers de la main et quelque chose change en moi, durcissant comme du béton qui prend. Ma posture se redresse alors que je prends mon téléphone et compose. Monsieur Martin. C'est Laure Émilien. Ma voix tremble au début, puis se raffermit à chaque mot. À propos de ce poste à Lille, est-il toujours disponible? Je suis prête. En parlant, je me lève. Mes épaules se redressent. Ma colonne vertébrale s'allonge. Pour la première fois depuis des années, je me tiens droite sans que le poids de ma famille ne me courbe le dos. Oui, dis-je, ma voix devenant plus forte. Je peux commencer dans 2 semaines. La douce lueur de l'écran de mon ordinateur portable illumine les papiers éparpillés sur mon bureau à 2 heures du matin cette même nuit. Je n'ai pas dormi. Mon corps fonctionne avec un cocktail de rage et de détermination aussi puissant que n'importe quelle caféine. La feuille de calcul devant moi raconte une histoire en chiffres, une preuve froide et indéniable de l'exploitation calculée de ma famille. 3 ans, je murmure, fixant la colonne des paiements hypothécaires. 36 mois consécutifs de virement de 1 275 € sur le compte de mes parents. Mes doigts survolent la calculatrice. 45 900 €. Juste pour leur hypothèque. Cela n'inclut pas les urgences. Les réparations de voitures. Les factures médicales. Le flot incessant de demandes, juste jusqu'au mois prochain, qui n'arrêtait jamais. J'ouvre un autre dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Messages » et fais défiler des captures d'écran que j'ai sauvegardées sans vraiment comprendre pourquoi. Quelque chose en moi devait le savoir, même si j'ignorais les signes avant-coureurs. Maman, il y a 8 mois, Laure, chérie, le frigo fait encore ce bruit. Peux-tu envoyer 650 € pour les réparations? Ton père est trop fier pour demander. Colin, il y a 6 mois, frais de scolarité dus. Besoin de 1 200 € d'ici vendredi. Te rembourserai le mois prochain. Manon, il y a 3 mois, le directeur a encore réduit mes heures. À court de loyer. Besoin de 800 €. Je te le revaudrai. Le mois prochain n'est jamais arrivé. Les remboursements ne se sont jamais matérialisés. Le calendrier sur mon mur raconte une autre histoire, des cercles autour des vacances et des anniversaires. Chacun représente un événement où j'achetais tous les cadeaux, préparais toute la nourriture, payais tout pendant qu'ils arrivaient les mains vides avec des excuses élaborées. Je sors mes relevés bancaires, surlignant méthodiquement chaque retrait. Le contraste entre mes dépenses et les leurs saute aux yeux. Leurs vacances. Leur nouvelle voiture. Leur rénovation domiciliaire. Tout cela pendant que je conduis une Clio vieille de 10 ans et que j'annule mes détartrages dentaires pour économiser de l'argent. La pièce semble soudainement trop petite. Je me lève, arpentant la moquette usée de mon appartement. L'ironie m'écrase, je gère des portefeuilles de plusieurs millions d'euros au travail, mais j'ai cédé le contrôle de mes propres finances à des gens qui ne me voyaient que comme un distributeur automatique. Une erreur. Une ressource à épuiser. Le souvenir de la voix de ma mère résonne dans ma tête. C'était une erreur. Je l'ai eu trop jeune, ça a tout gâché. Ma main s'abat sur le bureau, envoyant des papiers volés. Un cadre tombe, une photo de famille de Noël dernier. Moi au centre, les bras autour de tout le monde, rayonnante de fierté devant le sapin que j'ai acheté, entouré de cadeaux que j'ai emballés, dans la maison que mon argent entretient.
En regardant la photo de plus près, je remarque quelque chose que j'avais manqué auparavant. Pendant que je souris largement à l'appareil photo, ils se regardent tous, partageant une blague privée. Les mêmes expressions suffisantes que j'ai vues 1000 fois mais que je n'ai jamais correctement interprétées. La photo me glisse des doigts et retombe sur le bureau. J'ouvre une nouvelle feuille de calcul et l'intitule « Plan d'extraction ». Premier point, clôturer le compte courant juin. Deuxième, arrêter les paiements hypothécaires automatiques. Troisième, annuler le forfait téléphonique partagé. Quatrième, retourner voir Monsieur Martin avec le calendrier de déménagement. La liste s'allonge à mesure que la nuit avance. À chaque entrée, la pression dans ma poitrine diminue légèrement. Pour la première fois depuis des années, je planifie pour moi-même. Juste pour moi-même. Un coup à ma porte me surprend. Il est plus de 3 heures du matin. Laure, tu es encore debout? La voix de Sarah traverse la porte. Ma collègue du bureau d'un accent grave côté habite en bas du couloir, une coïncidence qui n'a jamais eu beaucoup d'importance jusqu'à présent. J'ouvre la porte pour la trouver en pyjama en flanelle, l'inquiétude gravée sur son visage. J'ai vu ta lumière allumée en rentrant de mon service, dit-elle, puis elle remarque les papiers éparpillés sur mon sol. Tout va bien? Non, je réponds honnêtement. Rien ne va. Sarah entre sans attendre d'invitation. Elle examine l'autopsie financière que j'ai étalée dans mon appartement. Qu'est-ce qui s'est passé, demande-t-elle simplement. L'histoire sort de moi par bribes décousues, l'appel téléphonique accidentel, les années de saignée financière, l'opportunité de Lille, tout. Sarah écoute sans interruption, son expression passant de l'inquiétude à l'indignation. Quand j'ai fini, elle ramasse la photo de famille que j'ai laissée tomber. Ma sœur a fait la même chose pour nos parents pendant des années, dit-elle doucement. Elle leur a tout donné jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien, financièrement ou émotionnellement. Que s'est-il passé, je demande. Sarah place la photo face contre table sur le bureau. Elle est partie. Elle a dû le faire. Parfois, aimer signifie partir. Les mots me frappent avec une force inattendue. Partir. Le concept semble étranger, presque blasphématoire. La famille reste. La famille se sacrifie. La famille endure. Mais la famille ne profite pas. La famille ne se moque pas. La famille ne vous traite pas d'erreur. Le matin, mon téléphone vibre avec un message texte. Le nom de ma mère apparaît à l'écran. Le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. Il doit y avoir une erreur avec la banque. Peux-tu régler ça tout de suite? Mon doigt survole l'application bancaire. Le schéma familier m'appelle, transférer l'argent, aplanir les choses, maintenir la paix. Un paiement de plus ne ferait pas de différence. Sarah observe en silence alors que j'hésite. Elle m'a traité d'erreur, je murmure, me souvenant des mots de ma mère lors de l'appel téléphonique accidentel. Elle a dit que j'avais tout gâché. Mon doigt s'éloigne de l'application bancaire. Au lieu de cela, je tape une réponse que je n'aurais jamais pensé envoyer. Je suis désolé, mais je ne peux plus aider. Au moment où j'appuie sur envoyer, quelque chose change en moi. Le poids que j'ai porté pendant des années ne disparaît pas, mais il change de forme, passant d'un fardeau m'écrasant au sol à un sac à dos que je peux choisir de poser. Et maintenant, demande Sarah. Je regarde ma feuille de calcul, plan d'extraction, les preuves d'années d'exploitation étalées sur mon bureau, la photo de famille face contre table. Maintenant, dis-je avec une assurance surprenante, j'arrête de payer pour ma propre destruction. Mon téléphone vibre pour la 8e fois en 1 heure ce matin-là. Le nom de maman clignote à nouveau sur l'écran. J'appuie sur le cercle rouge et regarde avec une satisfaction sinistre son appel disparaître dans le vide. 3 secondes plus tard, un texto apparaît. Ton père ne peut pas récupérer ses médicaments pour le cœur sans cet argent. Tu veux qu'il meure? Les majuscules me hurlent dessus depuis l'écran. Ma mâchoire se crispe alors que j'ouvre mon application bancaire, faisant défiler des années de virements. Les médicaments pour le cœur de papa ont été un thème récurrent, 220 € en mars dernier, 180 € en novembre, 250 € en janvier. Drôle comme le prix fluctue si sauvagement. Encore plus drôle comme il a réussi à finir une bière entière d'une seule traite pendant cet appel téléphonique surpris alors qu'il était censé être aux portes de la mort. Je pose le téléphone face contre table sur le comptoir de ma cuisine et continue d'emballer la vaisselle dans un carton. Le nouveau bail à Lille est signé sur mon comptoir, ma date de début chez Finance Méridien encerclée en rouge sur mon calendrier. 2 semaines.
14 jours avant la liberté. Un coup sec secoue la porte de mon appartement. Laure, c'est Colin. Ouvre, Serette. Une bouffée de chaleur me monte au cou. Je me fige, une tasse à café suspendue entre mes mains et le papier journal. Je sais que tu es là. Ta voiture est dehors. Sa voix traverse la mince porte, résonnant dans le couloir. Je pose la tasse et m'approche discrètement du Judas. Mon frère est appuyé contre le mur en face de ma porte, sa silhouette dégingandée affalée avec une nonchalance étudiée. Ses yeux se dirigent vers le Judas et je recule instinctivement. C'est puéril, Laure. La famille s'inquiète à mort pour toi. C'était une erreur. Je l'ai eu trop jeune, ça a tout gâché. Les mots de mère résonnent dans ma tête. Je serre le bord de mon comptoir jusqu'à ce que mes doigts blanchissent. Maman est anéantie. Manon pleure tout le temps. Papa ne dort plus. C'est ce que tu voulais? Punir tout le monde à cause d'une offense imaginaire? Imaginaire. Mon ordinateur portable est ouvert sur la table basse, les colonnes de la feuille de calcul révélant la vérité. 42 876 € transférés aux membres de la famille sur 3 ans. Mon compte de retraite, 1240 €. Leur hypothèque presque payée. Je ne bouge pas. Ne respire pas, très bien, sa voix se durcit. Fais comme tu veux. Maman dit qu'elle a toujours su que tu nous abandonnerais quand tu te prendrais pour quelqu'un d'autre. Ses pas s'éloignent dans le couloir. La porte d'entrée de l'immeuble claque avec une force inutile. Ce n'est qu'alors que j'expire. Mon téléphone vibre avec une notification. Je l'attrape, m'attendant à un autre déluge de textos. Mais c'est Instagram. Manon a posté une photo en noir et blanc d'elle-même regardant tristement par une fenêtre. La légende dit, quand la seule personne qui était censée toujours être là s'en va sans explication. #abandonné, #famille brisée, cœur brisé. 27 commentaires de sympathie suivent. Celui de tante Carole se démarque, ta sœur a toujours semblé si dévouée. Je n'arrive pas à croire qu'elle vous ait tous coupés comme ça. Un rire s'échappe de ma poitrine, aigu et inconnu. La machine de propagande familiale fonctionne rapidement. J'appuie sur le bouton « Bloquer » sur le profil de Manon. Puis celui de maman. Puis celui de papa. Puis celui de Colin. À chaque pression, mes épaules s'abaissent d'une fraction de pouce. Je passe à mes emails, les doigts volants sur le clavier alors que je rédige un message à leur intention à tous. J'ai tout entendu ce que vous avez dit cette nuit-là. Chaque mot sur le fait que j'étais une erreur. Comment je n'ai été qu'un distributeur automatique pour vous. Comment vous m'avez manipulé pendant des années. Je sais exactement ce que vous pensez de moi maintenant, et j'en ai fini. Ne me contactez plus. Je fixe l'écran, le curseur planant sur « Envoyer ». 3 ans de thérapie condensée en 4 phrases. J'appuie sur le bouton avant de pouvoir reconsidérer. Mon téléphone se met immédiatement à sonner. Je le mets en silencieux et ouvre mes contacts, faisant défiler jusqu'à mon opérateur téléphonique. 20 minutes plus tard, j'ai un nouveau numéro que seul Monsieur Martin, les RH et mon nouveau propriétaire à Lille possèdent. Le silence dans mon appartement semble différent maintenant. Pas vide. Propre. Je me tiens au centre de mon salon et regarde autour de moi les cartons à moitié remplis. Ma vie tient dans si peu d'espace. 105 personnes vident mes comptes, mes biens semblent presque embarrassants de minimalisme. La réservation du camion de déménagement UOL est pour mardi prochain, mais soudain, attendre semble insupportable. J'attrape mon ordinateur portable, annule la réservation existante et en fais une nouvelle pour demain. Les frais supplémentaires piquent, mais pour une fois, je dépense de l'argent pour ce que je veux. 3 heures plus tard, la plupart de mes affaires sont dans des cartons soigneusement étiquetés. Je les traîne vers la porte un par un, prêt pour le chargement du matin. Mon dos me fait mal, mais la douleur semble méritée. La mienne. Alors que je ferme le dernier carton avec du ruban adhésif, mon nouveau téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô? Laure? C'est grand-mère Simone. Mon cœur se serre. Grand-mère, comment as-tu eu ce numéro? Ta mère a dit à tout le monde que tu avais fait une dépression nerveuse. Elle appelle tout le monde, leur disant que tu as besoin d'aide. Elle a même contacté ton travail. Un certain Monsieur Martin. Le sol semble basculer sous mes pieds. Elle a fait quoi? Je lui ai dit qu'elle ne devrait pas se mêler de ton travail,
mais elle a dit que les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Je raccroche sans dire au revoir et compose immédiatement le numéro de Monsieur Martin. Laure, répond-il à la deuxième sonnerie. J'allais justement vous appeler. Votre mère a contacté les RH, affirmant que vous traversez une crise de santé mentale et que vous avez besoin d'un congé médical familial. Mon sang se glace. Monsieur Martin, Je leur ai dit que je vous avais parlé ce matin de vos plans de déménagement, et que vous sembliez parfaitement rationnel. Les RH ont noté dans votre dossier de ne plus partager aucune information avec votre famille à l'avenir. Pour la première fois depuis des semaines, des larmes me montent aux yeux. Pas de blessure, mais de soulagement. D'être cru. Merci, je murmure. Laure, je suis dans la gestion depuis 20 ans. Je reconnais l'exploitation quand je la vois. L'île est prête quand vous le serez. Je mets fin à l'appel et regarde autour de moi ma vie en carton. Demain ne peut pas arriver assez vite. 3 semaines plus tard, j'avais déjà déménagé au bureau de Lille. Le drame familial n'est pas terminé. Mais la notification de mon application bancaire brille sur l'écran de mon téléphone pendant que je suis au café. Virement automatique vers la retraite effectué. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je regarde mes propres comptes augmenter au lieu de se vider. J'appuie pour voir mon solde, 4 chiffres là où il n'y en avait que 2 auparavant, et un sourire se dessine sur mes lèvres. Qu'est-ce que c'est que ce regard, demande Sarah en s'installant sur la chaise en face de moi au café. Ses cheveux cuivrés captent la lumière du matin alors qu'elle pose son latte. Juste une adulte responsable pour une fois. Je range mon téléphone, m'émerveillant encore de la transformation que 3 mois à Lille ont créée. Mon conseiller financier serait fier. Tu veux dire que tu es fier de toi, corrige Sarah en me lançant un regard appuyé. Prends la victoire, Laure. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre texto d'un numéro que je ne reconnais pas. Le 6e cette semaine. Laure, s'il te plaît, appelle ta mère. Elle ne mange plus, morte d'inquiétude pour toi. Je montre l'écran à Sarah. Ma tante Claire. Maman doit l'avoir recrutée pour la cause. Comment a-t-elle eu ton nouveau numéro? L'annuaire des RH, probablement. Je supprime le message sans répondre. Les sourcils de Sarah se haussent. Ça, c'est dépasser les limites. Ils ont dépassé cette limite il y a longtemps. Je sirote mon café, surprise de mon propre calme. Colin envoie des messages à des amis communs. Manon a lancé un GoFundMe affirmant que maman a besoin d'une opération d'urgence. Tu plaisantes? J'aimerais bien. Je sors la page sur mon téléphone. Il y a ma mère, l'air fragile dans une blouse d'hôpital, un tube à oxygène stratégiquement placé malgré l'absence de besoin médical. La campagne a déjà récolté 2300 €. La femme qui prétendait que j'étais une erreur a maintenant plus que jamais besoin de mon soutien financier. L'as-tu signalé? Ce matin. Je range mon téléphone. J'ai envoyé à GoFundMe sa publication Facebook du week-end dernier lors de sa virée shopping. Sarah secoue la tête. Ils ne savent vraiment pas quand s'arrêter. Ils n'ont jamais eu à le faire, dis-je en finissant mon café. Jusqu'à maintenant. De retour à mon appartement, j'ouvre mon ordinateur portable et me connecte à mon compte d'investissement. La prime de ma première évaluation de performance trimestrielle est prête à être allouée. 3000 €. Plus d'argent que je n'en ai eu en une seule fois depuis des années. Mon doigt survole le bouton « Transférer ». Une voix familière me murmure à l'oreille « Les médicaments de ton père sont chers. L'assurance auto de Manon est due. Colin a besoin de payer ses frais de scolarité. » Je clique sur « Transférer des fonds » et regarde l'argent se déplacer vers mon portefeuille d'investissement à la place. Mon téléphone s'allume avec un texto de Monsieur Martin. Présentation exceptionnelle. L'équipe de direction a spécifiquement mentionné votre analyse. Verre avec l'équipe vendredi? Le compliment me réchauffe plus qu'il ne le devrait. La reconnaissance sans contrepartie semble encore étrangère. Je me dirige vers la fenêtre de mon appartement, plus petit que mon logement de Nantes, mais rempli de plus de possibilités. L'horizon de l'île s'étend devant moi, les montagnes se profilant au loin. En bas, le parc d'un concessionnaire automobile brille de véhicules que je ne m'étais jamais permis d'envisager. Cet après-midi-là, je suis reparti du concessionnaire au volant d'une nouvelle Mazda CX-5. Pas extravagante, mais à moi. Entièrement à moi. Pas de co-signataire, pas de justification nécessaire, pas de culpabilité.
Quand je poste une seule photo sur Instagram à côté de la voiture, clé en main, mon téléphone explose presque de notifications. La plupart sont des félicitations. 3 proviennent de ma famille. Comment peux-tu te permettre ça alors que nous ne pouvons pas payer nos factures? Maman? Ça doit être bien d'être égoïste. Colin, c'est donc pour ça que tu nous as abandonnés. Manon, je ne réponds pas, mais je ne supprime pas non plus la photo. Au lieu de cela, j'ajuste mes paramètres de confidentialité, limitant qui peut voir mes futures publications. Ce soir-là, j'ai rédigé un email soigneux à ma famille élargie. Pas une diatribe, pas un plaidoyer, juste des faits. Date, montant et capture d'écran de virement bancaire s'étalant sur 5 ans. Le décompte final, 42 678 € donnés à ma famille pendant que je vivais au jour le jour. Je joins l'enregistrement obtenu légalement dans l'Oregon, État à consentement unilatéral de ma famille riant de leur tromperie. Je ne partage pas cela pour blesser qui que ce soit, j'écris. Je le partage parce que l'histoire que vous entendez n'est pas vraie. Je n'ai pas abandonné ma famille. J'ai simplement cessé de permettre l'abus financier. Je termine par une simple déclaration, je leur souhaite bonne chance, mais j'ai besoin de construire ma propre vie maintenant. Quand j'appuie enfin sur envoyer, mes mains tremblent, mais ma résolution non. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la reconquête de mon récit. Mon ancien propriétaire, Monsieur Petit, m'envoie un email quelques heures plus tard. Votre cousine m'a contacté pour vous demander de vos nouvelles. Je lui ai dit exactement ce que j'ai observé ces 3 dernières années, que vous êtes la personne la plus responsable et la plus généreuse que je connaisse, et que votre famille devrait avoir honte d'avoir profité de cela. J'espère que ça ne vous dérange pas, je lis ces mots 3 fois, surprise par les larmes qui me montent aux yeux. Parfois, la validation vient d'endroits inattendus. Cette nuit-là, j'ai dormi sans vérifier mon téléphone une seule fois. Pas d'appel d'urgence. Pas de sauvetage financier de dernière minute. Pas d'autre voix que la mienne dans ma tête alors que je m'endors. Pour la première fois, je rêve de montagne au lieu de me noyer. Le téléphone sonne juste au moment où j'arrange des tulipes dans un vase cobalt, mon appartement baigné d'une lumière matinale qui n'aurait pas pu exister dans la grisaille perpétuelle de Nantes. 6 mois de soleil à Lille ont égayé plus que mon simple espace de vie. Je vérifie l'identification de l'appelant. Grand-mère Rose. Mon doigt survole l'écran. Contrairement aux appels de ma mère que j'ai bloqués sans remords, le numéro de grand-mère éveille quelque chose de tendre en moi. Je réponds. Laure? Ma chérie? Sa voix chevrotte, plus frêle que dans mes souvenirs. J'ai besoin de te parler de ta mère. Je cale le téléphone entre l'oreille et l'épaule, retournant à mes fleurs. Qu'y a-t-il à son sujet? Elle ne va pas bien, ma chérie. Le médecin a trouvé, enfin, elle ne voudrait pas que je te dise exactement quoi, mais c'est sérieux. Une pause calculée. Elle demande après toi. Le poids familier commence à s'installer sur mes épaules avant que je ne le reconnaisse et que je redresse ma colonne vertébrale. Je place une tige de tulipe précisément dans l'arrangement avant de répondre. Grand-mère, est-ce que maman t'a dit que je leur avais envoyé plus de 42 000 € ces 3 dernières années? Un silence s'étire entre nous. Je peux presque la voir serrer les boutons de son cardigan comme elle le fait toujours quand elle est surprise. Autant que ça? Non, elle n'en a jamais parlé. Voudrais-tu entendre quelque chose, grand-mère? L'interroge-je, la voix ferme. J'ai un enregistrement que je pense que tu devrais écouter. Sans attendre sa réponse, j'ouvre le fichier audio sur mon ordinateur portable, celui que j'ai gardé comme un talisman, un rappel lorsque le doute s'insinue. Je tiens le téléphone près du haut-parleur et appuie sur « Play ». La voix de ma mère remplit l'espace entre nous. C'était facile. Elle tombe toujours dans le panneau. Mon père. On aurait pu réparer ça pour 40 €. Pourquoi s'embêter quand elle finance tout? Les rires cruels, la moquerie, l'aveu que j'étais une erreur qui avait tout gâché. Je mets fin à la lecture et remets le téléphone à mon oreille. Le silence à l'autre bout semble plus lourd qu'avant. Oh, Laure, la voix de grand-mère se brise. Je n'avais aucune idée. Je sais que tu ne savais pas, dis-je doucement. Ils ont menti à tout le monde. Ils ont dit que tu les avais abandonnés sans explication, murmure-t-elle, que tu avais eu une sorte de dépression nerveuse. Je t'envoie quelque chose, lui dis-je, les doigts déjà en mouvement sur mon clavier. Vérifie tes emails dans 5 minutes. Je raccroche et termine ce que j'avais commencé des semaines auparavant, le dossier de preuves complet que j'ai compilé méthodiquement,
de la même manière que je construis des modèles financiers au travail. La feuille de calcul détaillant chaque paiement que j'ai effectué à ma famille sur 3 ans. Des captures d'écran de messages textes montrant leur schéma de manipulation. Des relevés bancaires soulignant le contraste entre mon existence frugale et leurs habitudes de dépenses. Et l'enregistrement, obtenu légalement dans l'Oregon, où une seule partie doit consentir. Objet, la vérité sur pourquoi je suis parti. J'appuie sur envoyer et j'attends. 20 minutes plus tard, mon téléphone vibre avec un texto de grand-mère. Réunion de famille ce soir. N'invite pas encore tes parents. On t'appellera demain. Je pose mon téléphone et retourne à mes fleurs, surprise par la fermeté de mes mains. 3 jours passent avant que Sarah ne me transfère la première publication Facebook. Ma mère est assise derrière une caisse à l'épicerie Leclerc. Son visage pincé par une fureur à peine contenue alors qu'elle scannait une boîte de « Ta mère travaille à l'épicerie », écrit Sarah. Le bruit court à Nantes que ton père a mis la maison en vente. Je fixe l'image, m'attendant à ce que la satisfaction fleurisse en moi. Au lieu de cela, il y a un vide curieux. Pas une perte, mais un espace. De la place pour respirer. Plus tard dans la soirée, un texto arrive d'un numéro inconnu. C'est Manon. J'ai dû prendre un nouveau téléphone parce que je ne peux plus payer la facture. J'ai déménagé à la maison, mais c'est horrible. Maman et papa se disputent constamment à propos de l'argent. Colin fait des doubles services à l'entrepôt. Tout s'effondre sans toi. Je le lis 2 fois avant de taper, je suis désolé que les choses soient difficiles. La réponse arrive immédiatement. Peux-tu aider? Juste cette fois-ci? Je pose le téléphone sans répondre et me dirige vers mon balcon. L'horizon de l'île scintille contre le crépuscule approchant, les montagnes se profilant sombres contre l'horizon. Pour la première fois, je ressens l'immensité de la distance que j'ai mise entre moi et Nantes, pas seulement des kilomètres physiques, mais des années-lumière émotionnelles. Quand je retourne à mon téléphone, un email attend. De jemry58@gmail.com. Objet, je suis désolé. Laure, je sais que tu ne croiras pas ça, mais je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Nous avons profité de ta générosité parce que c'était facile, et maintenant nous en payons le prix. Ton père et moi nous séparons. La maison est vendue pour couvrir les dettes. Je travaille à l'épicerie à nouveau après 15 ans. Je comprends pourquoi tu es parti. Je serais parti aussi. Je ne demande pas le pardon. Je demande si tu pourrais aider une dernière fois avec 2000 € pour une caution d'appartement. Après tout, je n'ai nulle part où aller. Maman. Le scénario familier, urgence, besoin pressant, une dernière fois. Les mots qui m'auraient autrefois envoyé me précipiter à la banque se lisent maintenant comme une langue étrangère que j'ai enfin cessé d'essayer d'apprendre. Je clique sur « Répondre » et tape 5 mots, je vous ai déjà assez donné. Mon doigt survole le bouton « Envoyer », mais au lieu de cela, je me déplace pour supprimer. Le message disparaît avec un doux « swoosh », comme un fardeau enfin déposé après un long voyage. Dehors, la nuit de l'île m'enveloppe comme une couverture, les étoiles apparaissant une par une dans le ciel qui s'assombrit. Pour la première fois depuis des années, je sens le poids de ma famille se soulever de mes épaules, me libérant en la personne que j'étais toujours censé devenir. Le soleil du matin filtre à travers les fenêtres de mon balcon, projetant des rectangles dorés sur le parquet de mon appartement de Lille. J'étire les bras au-dessus de ma tête, sentant l'agréable traction des muscles qui se souviennent de la randonnée d'hier dans les contreforts. Mon regard dérive vers la rangée d'herbes en pot qui prospère sur le rebord de la fenêtre basilic, menthe, romarin verte et vibrante contre le ciel clair du Colorado. 1 an. 365 jours depuis que j'ai passé cet appel à Monsieur Martin, depuis que je me suis tenu droite pour la première fois depuis des années. Je passe mes doigts sur le dos des livres de mon étagère, des volumes de planification financière accompagnés maintenant de manuels de MBA, leurs pages cornées et surlignées. La comptabilité financière est ouverte sur mon bureau à côté de notes manuscrites pour le partiel de demain. Premier semestre, presque terminé. Mon téléphone vibre avec un texto de Sarah. Randonnée ou brunch demain après ton examen. Quoi qu'il en soit, on fête ça. Je souris et tape en retour, les deux. Gagner les crêpes d'abord. La facilité de cette amitié me surprend encore parfois. Pas d'agenda caché, pas de décompte des faveurs dues, juste une connexion authentique. Je verse du café dans la tasse en céramique que j'ai peinte lors d'une de ces soirées vin et art le mois dernier un simple paysage de montagne dans les tons bleus et violets. La tasse est légèrement de travers,
imparfaite. Je l'aime d'autant plus pour ça. Ma notification de calendrier sonne, Docteur Legrand, 14 heures. La thérapie du mardi, autrefois un fardeau, maintenant une pierre angulaire de ma semaine. Je sors mon journal du tiroir du bureau, feuilletant des pages qui suivent plus que des chiffres maintenant. Les premières entrées débordent de colère, de confusion, de trahison. Les sections du milieu relatent des crises de panique et des doutes à 3 heures du matin. Les pages récentes enregistrent de petites victoires, j'ai dit non pour couvrir le service d'Andrea sans m'excuser. J'ai acheté des billets de concert sans vérifier mon budget 2 fois. J'ai dit à Marc ce que je pensais vraiment de son idée de projet. Le téléphone sonne. Je vérifie l'identification de l'appelant, sentant le resserrement familier dans mon estomac, mais c'est juste grand-mère Rose. Laure, ma chérie? Comment va ma meilleure analyste? Je gère des portefeuilles et des souvenirs, dis-je en souriant au téléphone. Comment vont les choses à la maison? Mal, mais ils s'en sortiront, dit-elle. Et Colin? Manon? Colin travaille 2 emplois maintenant. La fierté colore sa voix. De vrais emplois, Laure. Barista le matin et barman le soir. Il paie son propre loyer pour la première fois de sa vie. Bien pour lui, dis-je, le pensant sincèrement. Et Manon a appelé hier, demandant ton numéro. Grand-mère marque une pause. J'ai dit que je vérifierais avec toi d'abord. La demande reste en suspens entre nous. Il y a 6 mois, j'aurais dit non par réflexe. Il y a 3 mois, j'aurais agonisé sur la décision pendant des jours. Dis-lui qu'elle peut m'envoyer un email, dis-je après un moment. Commençons petit. Sage fille, dit doucement grand-mère. Maintenant, raconte-moi ce dîner de Thanksgiving que tu organises. Je jette un coup d'œil à ma table de cuisine pas grande, mais assez grande pour les 6 personnes que j'ai invitées. Sarah, Monsieur Martin et sa femme, Docteur Legrand, 2 collègues devenus amis. Ce n'est rien d'extraordinaire. Dinde, farce, cette recette de salade de canneberge que tu m'as envoyée. Une table pleine de gens qui se soucient réellement de toi, dit grand-mère, ça me semble assez extraordinaire. Après avoir raccroché, je me dirige vers le balcon avec mon café. Les Alpes se dressent au loin, leur sommet saupoudré de neige précoce. J'ouvre mon journal à une page vierge et écris la date en haut. En dessous, je commence une lettre. Chère Laure de 25 ans, tu sais ce poids sur tes épaules? Celui qui ressemble à de la responsabilité mais qui est en fait de l'exploitation? Tu n'as pas à le porter. Pas un jour de plus. Je croyais que l'amour signifiait sacrifice, mais si tu dois payer pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. La famille ne manipule pas, ne fait pas honte, ne t'épuise pas, partir n'était pas égoïste. C'était de la survie. Dans 5 ans, tu seras debout sur un balcon à regarder le soleil jouer sur les sommets des montagnes. Tu auras des amis qui se présentent sans rien attendre en retour. Tu auras des professeurs qui remettent en question ta façon de penser. Tu auras un compte d'épargne avec de vraies économies. Plus important encore, tu te seras retrouvé. La femme que tu deviens t'envoie cette promesse, ça s'améliore. Ça s'améliore tellement. Je ferme le journal, laissant mes doigts s'attarder sur sa couverture. Le soleil réchauffe mon visage alors que je contemple les montagnes, leurs anciens sommets témoignant de ce qui reste après la pression et le temps. La semaine prochaine, j'animerai mon premier atelier d'éducation financière pour les femmes. Reconnaître l'abus financier est en tête de mon plan de leçon. 10 femmes se sont déjà inscrites. Mon téléphone vibre avec une autre notification. Email du directeur du programme MBA. Opportunité de bourse pour les diplômés universitaires de première génération. Je souris, pensant à la candidature que je vais soumettre. Pas seulement pour moi, mais pour cette fille de 25 ans qui apprend encore sa propre valeur. La lumière de la montagne change, peignant mon balcon d'ambre et d'or. Je respire profondément, remplissant mes poumons d'air fin et pur. La liberté a une odeur, il s'avère. Elle sent la possibilité.